Bonjour maître. Bonjour Rebecca. Alors on se retrouve aujourd'hui pour répondre aux questions de ma communauté concernant la protection de la famille. On va donc commencer par la première question tout de suite. Quels sont les avantages du mariage par rapport au Pacs? Vous commencez fort. Hein. Est-ce que vous êtes marié? Moi j'ai d'abord été pacsée, oui. Et maintenant je suis mariée. Et j'ai un contrat de notaire, bien évidemment. D'accord. Et est-ce que vous avez des enfants? Oui. Alors on va prendre 3 couples. Un couple de concubins, un couple de mariés, un couple de pacsés, avec des enfants. Le couple de concubins, on suppose qu'il y a une maison qui appartient moitié à l'un, moitié à l'autre. Et s'il y a un décès, celui qui survit voudrait avoir la jouissance de la totalité de la maison. Eh bien, pour faire simple, quand on est concubin, c'est pas possible. Quand on est pacsé, c'est pas possible. Quand on est marié, c'est possible. Voilà. Donc vous voyez qu'à partir du moment où on est marié, à partir du moment où on a des enfants, on peut se protéger efficacement. Le Pacs et le concubinage ne le permettent pas avec des enfants. Par contre, le Pacs le permet sans enfants. Donc effectivement, autant se marier directement si on souhaite être propriétaire en tout cas d'un bien et d'avoir des enfants. Oui, et puis très franchement, quand on a des enfants, on a fait un peu le plus dur, non? Y a-t-il des risques ou des inconvénients à acheter un bien sans être marié? Ça dépend ce qu'on veut en sortie, bien évidemment. 2 copains peuvent très bien acheter après tout une maison ensemble, qu'ils occuperont ou pas, et ils n'ont pas envie de se marier parce qu'ils ne sont pas forcément amoureux, ils n'ont pas envie de se paxer parce qu'ils ont chacun avec quelqu'un avec qui ils vivent, mais ils peuvent le faire pour autant. La question, c'est toujours la même chose, c'est quand on achète un bien, qu'est-ce qu'on veut à l'issue? C'est vrai que si on n'est pas marié, si on n'est pas paxé, et qu'on veut se transmettre la moitié du bien qu'on a acheté, ça peut coûter cher et ça peut ne pas être possible, on l'a vu déjà avec les enfants. On suppose cette fois-ci qu'il n'y ait pas d'enfants. Et on achète tous les deux un bien avec mon ou ma concubine selon son orientation, et moitié. Et il y en a un des deux qui décède et on voudrait que celui qui survive ait la propriété ou la jouissance de cette autre moitié. Si je suis concubin, il faudra forcément faire un testament. Et on suppose que le testament ait été fait. Eh bien, celui qui va survivre va se retrouver héritier de la moitié de cette maison, mais il va devoir payer 60% de droits de succession à l'administration fiscale, 60% d'impôt de la valeur transmise. Si je suis pacsé, j'ai toujours fait le testament, je suis toujours propriétaire de cette moitié dont j'hérite, et c'est 0 droit de succession. Donc l'intérêt du Pacs est évident par rapport au concubinage. Dans un contrat de mariage, peut-on mettre des dispositions spécifiques en cas de séparation ou de décès? Oui, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. C'est l'avantage des contrats de mariage. Alors les contrats de mariage, il faut savoir que ça se fait devant notaire. Oui. Avant le mariage ou pendant le mariage, peu importe, mais c'est le notaire qui est l'expert et qui valide avec sa signature les accords matrimoniaux des époux. Donc, et qui dit contrat de mariage dit aussi mariage. Oui. Ça, c'est le postulat de départ. Et dans un contrat de mariage, on peut partir d'une extrémité qui est ce qui est à toi, ce qui est à moi, et ça s'arrêtera là, à l'extrémité inverse, qui est de dire tout sera commun, et le jour où il y aura un décès, celui qui survivra récupérera tout gratuitement. Vous voyez? Et entre les deux, on peut faire ce que l'on veut. Alors ce que l'on veut, on pourrait en parler pendant des heures. Ah oui. Tellement c'est passionnant. Il n'y a pas de limite du coup. Il n'y a aucune limite. On peut être un peu extravagant en disant quoi qu'il arrive, cette commode sera toujours à moi. Oui. Si je décède, tu devras la garder jusqu'à ton décès. Tu n'as pas le droit de t'en débarrasser. Elle doit rester à cet endroit-là. Alors ça c'est pas dans le contrat de mariage. C'est pas dans le contrat de mariage. Quoi qu'il arrive, cette commode sera toujours à moi. C'est dans le contrat de mariage. À mon décès, c'est le droit des successions qui vient remplacer le droit des régimes matrimoniaux, et là on est plutôt dans le testament ou dans la donation entre époux, ce qu'on appelle communément la donation au dernier vivant. Peut-on faire un contrat après s'être marié? Oui. Sans limite de temps. Dès le lendemain. Voilà. Mais il n'y a pas de limite de temps. C'est une question qui est très intéressante. Parce qu'avant, on ne pouvait changer de régime matrimonial que tous les 2 ans. Et depuis peu, la loi a changé. On peut changer de régime matrimonial très régulièrement, en fonction de la demande et de l'intérêt de la famille. Oui, c'est beaucoup mieux. Oui.
plus moderne. Nous, on avait tout signé juste avant. C'est le plus simple. Réglé pour le jour de la mairie, il était dans le dossier. C'est ce que j'allais vous dire. Ah, c'est que vous avez votre livret de famille, et dans votre livret de famille, vous pouvez avoir oublié où, quand, c'est marqué dedans. C'est tout écrit. Existe-t-il une protection particulière pour les conjoints exerçant un métier à risque? Oui. Dites-nous tout. Si je suis entrepreneur individuel, donc je m'installe, je suis entrepreneur individuel, je suis propriétaire de ma maison, elle est insaisissable. C'est-à-dire que mes créanciers ne pourront pas venir la saisir pour payer mes dettes. Voilà. Donc ça, et d'une manière générale, c'est le bâti. Tout ce que j'ai en bâti est insaisissable, sauf ce qui touche bien évidemment à l'activité professionnelle. Oui, nous, c'est ce qu'on a fait. On est tous les deux entrepreneurs pour protéger la cellule familiale. C'est particulièrement pour ça qu'on a décidé de faire ce contrat. C'est très bien. Quelles sont les démarches à suivre en cas de séparation? Ça va dépendre si elle est douloureuse ou pas. Une séparation aujourd'hui, quand on est marié, quand on est pacsé, quand on est concubin? Alors, il n'y a pas de précision. Moi, je vais te dire quand on est marié. D'accord. Alors aujourd'hui, on se sépare, on va divorcer. Et si on s'entend très bien, eh bien, il y a le divorce sans juge, c'est-à-dire que c'est un divorce où chacun prend son avocat, et le travail va être, pour faire simple, parce qu'on ne va pas chercher les rôles de chacun, mais c'est le travail des avocats et du notaire qui fera que vous allez être divorcé assez rapidement en bout de course. À l'amiable, c'est tout à fait ça. Après, vous avez tous les autres divorces où on s'entend peut-être un tout petit peu moins. Et il va falloir aller devant le juge. Donc chacun prend son avocat et va devant le juge avec son avocat pour revendiquer ses prétentions tant sur la garde des enfants que sur le partage du patrimoine. D'où l'avantage d'avoir un contrat qui définit les choses au cas où. Alors ça va dépendre aussi de plusieurs choses. Vous, dans votre cas, je comprends parfaitement que vous ayez fait un contrat de mariage parce qu'effectivement, vous êtes entrepreneur. Donc, vous avez un métier à risque et donc vous ne voulez pas que s'il vous arrive quelque chose, que ce soit les biens de votre mari qui payent vos dettes. Oui, tout à fait. On est d'accord. Exactement. Le régime matrimonial, c'est vraiment pour déterminer la part de chacun le jour où il y aura soit un divorce, soit un décès. En fonction du régime matrimonial qu'on aura choisi, ta part c'est ça et moi ma part c'est ça. Et à partir de là, s'il y a un décès, eh bien c'est le droit des successions qui donne au conjoint survivant toujours une part sur celle de celui qui est décédé. Voilà. Et après, ça va dépendre s'il y a des enfants ou pas, si tous les enfants sont communs, c'est-à-dire s'ils sont tous issus de notre mariage ou issus d'une autre époque, ou même parfois d'une époque commune, s'il y a des parents, s'il y a des frères et sœurs, etc., etc., etc. Et la part du conjoint, elle existera toujours, sauf qu'elle sera plus ou moins importante en fonction des héritiers. On suppose le divorce à l'amiable. S'il y a des biens partagés, il faut déjà aller voir le notaire pour commencer à mettre les premières pierres de la séparation patrimoniale. Ensuite, parallèlement, on va voir chacun son notaire. Donc un notaire pour monsieur, un notaire pour monsieur et ou madame. Et évidemment, il y a une chose qui est faite juridique entre les trois professionnels, et bien évidemment ce que vous aurez décidé en tant que futur divorcé. Et à l'issue, vous signez une convention avec vos avocats et l'avocat envoie cette convention au notaire qui la ratifie et qui fait que vous êtes divorcé à ce moment-là. D'accord. Oui, donc il y a quand même... Obligatoirement. Même à l'amiable. Même à l'amiable. Et alors, quand ça n'est pas l'amiable, le notaire ne rentre dans la boucle que pour le partage des biens, pas pour le divorce, bien évidemment. Oui, le notaire ne s'occupe pas de la garde des enfants, on est bien d'accord. C'est pas son travail. Non, mais il faut le préciser. Oui, vous avez tout à fait raison. Ni de la prestation compensatoire. Oui, effectivement. Prestation compensatoire, c'est quand il y a un des deux qui va perdre en qualité de vie. C'est tout à fait ça. En termes de qualité de vie, eh bien l'autre va compenser avec une somme d'argent en règle générale qui s'appelle la prestation compensatoire. J'en parle souvent à mon mari. Très bien. Pourquoi vous lui en devrez une? Non, c'est plutôt l'inverse là. Faut-il refaire son testament lorsqu'on a des enfants? Est-ce qu'il faut en faire un déjà sans qu'on ait des enfants? Et est-ce qu'il faut le modifier une fois qu'on a des enfants? Ça dépend. Parfois oui, parfois non. Ça va dépendre si ce que je voulais faire au moment où j'avais des enfants, où je n'avais pas d'enfants, s'il est toujours valable en la forme, il n'y a aucun problème. Et dans le fond, bien évidemment, il n'y a aucun problème. On ne change pas de testament. Par contre, si on se rend compte que du fait d'avoir des enfants, ce que je voulais n'est plus possible,
eh bien il faut voir si avec un nouveau testament, on peut y arriver quand même. Voilà. Mais autrement, si le fond ne change pas, il n'y a aucun problème, l'ancien vaut toujours. Et du coup, le testament, c'est un peu le qu'est-ce qu'on fait de la commode une fois que l'autre est décédé. C'est rentrer dans les détails du contrat de mariage. Plus ou moins, voilà. On peut aller jusqu'au détail de la commode. Donc ça a une réelle utilité. Je crois que mes grands-parents, par exemple, ont assigné aux objets de leur domicile un nouveau propriétaire. Il y a des petites étiquettes sous les petites assiettes pour dire que ce sera pour un tel, et tout ça est consigné dans le... Alors, si c'est dans le testament, oui, c'est consigné dans le testament. Il n'y aura pas de problème. Si c'est pas dans le testament, ça ne vaut pas forcément grand-chose. Sauf quand les biens n'ont pas forcément beaucoup de valeur, mais parfois, effectivement, on sait que cette assiette, même si elle ne vaut rien, on sait qu'il avait un intérêt pour cette assiette, on a lui donne. Voilà. Oui. Non, c'est vraiment pas forcément des objets de valeur, mais c'est plus des objets auxquels les personnes sont attachées. Et j'entends parler de contestation de testament, mais un testament qui est fait avec un notaire, en bonne et due forme, avec des personnes avec toute leur tête, il n'est pas contestable, on est d'accord? Alors, c'est très juste ce que vous dites. Vous avez deux formes de testament aujourd'hui. Ce qu'on appelle le testament holographe, c'est celui qui va être écrit, daté et signé de la main de celui qui l'a écrit. Et ça, normalement, ça a toute sa valeur à partir du moment où il est écrit, daté et signé. Même s'il est juste dans un tiroir Même s'il est juste dans un tiroir. Il faut qu'il y ait écrit testament dessus. Non, juste je lègue, je sous-signais, lègue, etc. Écrit, daté, signé, il n'y a pas de fond particulier à faire, il faut juste qu'il soit écrit, daté, signé. Et après, vous avez ce qu'on appelle le testament authentique. C'est le testament qui est reçu par deux notaires ou par un notaire et deux témoins avec ce qu'on appelle le testateur, celui qui va dicter son testament. Comme vous le dites très justement, celui-là, il est inattaquable. Mais par contre, effectivement, le testament dans la commode de papy-mamie... Est-ce qu'il est... Déjà, il y a plusieurs choses. C'est mamie décède, je tombe sur le testament et je vois qu'elle lègue à mon cousin tout ce que j'aurais pu avoir. J'aurais une petite tendance à vouloir manger le testament. Et la deuxième chose, c'est est-ce que quelqu'un lui a pas mis, effectivement, l'a pas forcé à signer, à écrire et signer ce testament. Et ça, vraiment, on n'est pas maître. Et c'est pour ça que ces testaments-là sont peut-être un petit peu plus attaquables que les autres. Moi, je trouve ça même aberrant qu'on puisse les accepter, en fait. Ils peuvent être contestés. Mais du coup, on rentre dans des démarches assez compliquées. Sauf, la deuxième option, c'est de faire le testament holographe et de venir le porter au notaire en lui disant voilà, je vous le porte pour que vous le mettiez dans votre coffre. Donc là, on a quand même la certitude que c'est la bonne personne qui l'a écrit, qu'elle l'a voulu et qu'elle fait les démarches nécessaires pour qu'il ne se perde pas. Oui, donc là, c'est toujours plus compliqué d'attaquer. C'est aussi l'avantage de déposer ces documents officiels à un notaire. Ça permet d'authentifier et d'acter les choses. Et dans le cas du testament holographe, souvent les testateurs viennent nous voir et nous disent voilà, moi je voudrais ça, mais je ne sais pas le mettre en forme, qu'est-ce qu'il faut que j'écrive? Et on est là aussi pour les aider dans la conception du testament, non pas à dire il faut que vous mettiez ça pour Y, mais si vous voulez ça, c'est plutôt sous cette forme-là qu'il faut l'écrire. En cas d'achat, mais que l'un des deux membres du couple décède, qui hérite? Les enfants ou le conjoint vivant? La question de base, c'est il y en a un des deux qui décède, avec des enfants, on est marié, est-ce que le conjoint survivant est héritier, oui ou non? La réponse est oui. Le conjoint est toujours héritier. Mais pas à 100%. Mais pas à 100%, c'est-à-dire qu'il est héritier avec les enfants. Donc, quand les enfants sont tous du même lit, eh bien, pour faire simple, le conjoint a la jouissance de tous les biens de celui qui est décédé. Ce qui veut dire que pour la maison, j'ai le droit d'y vivre. L'usufruit. C'est l'usufruit. J'ai le droit de louer et de percevoir seul les revenus. Pour les comptes en banque, j'ai le droit de m'en servir. Pour les mobiliers, j'ai aussi le droit de m'en servir. Voyez ? Et par contre, le jour où moi je décède, les enfants vont récupérer la part de celui ou celle qui est décédé gratuitement, sans faire de succession, et il n'y aura de succession que sur les biens pour lesquels je suis propriétaire. Voilà. Pour signer une succession, que se passe-t-il s'il n'y a pas d'accord entre les héritiers? Alors, dans une succession, vous avez ce que l'on appellera
c'est un terme un petit peu barbare et pas adéquat, mais ce que j'appellerais la succession administrative, c'est prévenir l'administration que les biens immobiliers ont changé de main, que est-ce que oui ou non il y a des droits de succession à payer. Ça, c'est une succession, je dirais, qui normalement, on arrive à aller au bout des choses avec ça, sauf si réellement il y a de vrais conflits en famille. Et après, il y a la succession, le partage des biens. Ça, effectivement, si on ne s'entend pas, ça peut vite devenir très, très problématique. Restons-en sur la toute première partie. La seule chose qui fasse que l'on ne s'entende pas, c'est sur la valeur des biens, globalement. Parce qu'au jour du décès, les comptes en banque, on les connaît. La valeur des biens mobiliers, il suffit de faire passer un commissaire-priseur, il va nous donner la valeur des biens, et il n'y a que sur les biens immobiliers où il y en a un qui peut dire ça vaut 100 et l'autre qui va dire ça vaut 150. Et là, effectivement, si on est sur une situation de blocage à ce niveau-là, eh bien, pour payer les droits de succession, on sera dans l'incapacité, et on expliquera bien évidemment aux héritiers qu'on a 6 mois pour régler la succession, et que passé les 6 mois, les intérêts de retard vont commencer à courir. Et que donc on a quand même intérêt à tomber d'accord sur une solution. Il y a des cas qui durent des années. Hein. Oui. Et ces cas-là, malheureusement, souvent on dit c'est la faute du notaire parce que c'est facile, mais c'est surtout parce qu'on ne s'entend pas. Et dans la mesure où on ne s'entend pas, le notaire ne peut pas faire avancer le public, il n'a pas ce pouvoir. Souvent on lui donne un pouvoir qu'il n'a pas. Ce pouvoir de dire vous devez faire comme ça. Non. Le notaire fait comme ça en fonction de ce que veulent les parties. Si vous nous dites tous les deux ça vaut 100, on fera tous les actes sur 100 et très rapidement. Si on ne les fait pas rapidement, on engage notre responsabilité. Par contre, s'il y en a un qui dit ça vaut 100 et l'autre 150, le notaire lui ne peut pas évidemment trancher pour savoir si ça vaut 100, 120 ou 150. Il dit simplement essayez de vous entendre. On peut faire intervenir un médiateur peut-être ? C'est très bien ça. C'est une excellente réflexion. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de nouveaux métiers qui apparaissent. Et dans ces nouveaux métiers, on a les médiateurs. Et les médiateurs sont là pour faire en sorte que les parties se retrouvent. Ce n'est pas un arbitre. Il ne va pas dire ça vaut 120. Par contre, il met tout en œuvre pour que un frère écoute une sœur et une sœur écoute un frère. Et arrive à un moment donné à se retrouver. Bien sûr. Il permet aussi peut-être de rencontrer de bons professionnels parce qu'on parle de biens, mais le problème dans l'immobilier c'est qu'il y a un peu de tout et des personnes qui vont peut-être aussi forcer les parties à dire non ça vaut plus que ce que ça vaut réellement et du coup ça va créer un conflit. Mais c'est vrai que les successions c'est jamais très facile quand il y a des biens, différents biens. Et au-delà des biens, je parle d'une succession où on perd un parent. Et quand on perd un parent, on devient orphelin. Et c'est cette situation d'orphelin qui crée aussi chez nous parfois des émotions, comme vous le dites, qui ne nous permettent pas d'avoir tout le recul et peut-être toute la hauteur nécessaire qu'on aurait dans une autre situation. Et là, on gère les choses comme on peut. Voilà. Et dans une succession, c'est vraiment ça, la vraie question, c'est de gérer ces émotions comme on peut. Parce que les histoires d'argent derrière, quand on est très rationnel, tous, on arrive à avoir une certaine hauteur, on arrive à prendre des décisions, mais là on perd quelqu'un qui nous est cher, voire très cher. On devient orphelin, on est dans une nouvelle situation, et il faut parfois laisser le temps au temps, justement, pour que toute la hauteur qu'on aurait dans une autre situation puisse arriver là aussi. Tout à fait. Prendre beaucoup de recul et puis laisser les professionnels faire leur métier. Mon père a souscrit un contrat dernier vivant. Quels sont les droits pour ma mère ? Alors les droits à payer, droits de succession ou les droits d'hériter ? Je pense c'est plus sur les droits d'hériter. Alors, sur les droits d'hériter, quand on signe ce qu'il a appelé le contrat au dernier vivant, c'est la donation entre époux ou la donation au dernier vivant. Donc c'est un contrat qui indique un peu comme un testament. Là aussi, je vais vite, mais un peu comme un testament pour dire le jour où je décéderai. En fonction de mon patrimoine au jour de mon décès, non pas au jour où je signe la donation entre époux, mais le jour où je décéderai, j'aurai un patrimoine immobilier, mobilier, compte en banque, voiture, etc. Eh bien, sur ce patrimoine-là, tu auras au minimum la jouissance du tout. Et après, avec le contrat entre époux, la donation entre époux, eh bien, on arrive à jouer un peu sur un système d'options qui nous est offerte par la loi. Et en fonction des opportunités au jour du décès, le conjoint survivant va dire « je prends telle option plutôt que celle-ci ». Voilà.
Et on va aller jusqu'au bout de la chose, de la question, est-ce qu'il y a des droits de succession à payer? La réponse est non. Entre époux, on ne paye plus de droits de succession depuis maintenant 2007. Et il en est de même pour les pacsés. C'est bien. Merci maître d'avoir répondu à toutes nos questions. Si vous souhaitez plus d'informations, vous trouverez pas mal de réponses sur le site des notaires. J'espère qu'on ne se reverra pas de sitôt. Hein. Ça dépend pourquoi. Oui, peut-être pour une bonne nouvelle. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.